usines géantes ont besoin de matières premières. Et il n'y en a plus assez dans ce pays. Toutes les grandes compagnies se sont déjà partagées les sources d'approvisionnement. Allons chercher les matières premières dans les colonies et les autres pays impérialistes. Nous fabriquons tellement de produits que nous ne pouvons plus les vendre que chez nous. Nous ne pouvons pas vendre plus dans notre pays. Il faut vendre aux colonies et aux autres pays impérialistes. Nous faisons des bénéfices énormes parce que nous sommes puissants. Mais nous ne pouvons plus les investir ici. Tous les secteurs où ça vaut la peine d'exploiter sont surexploités par des compagnies comme la mienne. Il nous faut investir nos bénéfices dans les colonies et les autres pays impérialistes. Oui, vous autres, les capitalistes, vous êtes fiers de vous être partagé le monde entre vous et d'avoir réduit tous les peuples en esclavage. Vos usines fonctionnent sans arrêt. Constamment, vous avez besoin de nouvelles matières premières, de toujours plus de clients, de faire toujours plus d'affaires dans les pays étrangers. Sinon, vos damnés profits s'arrêteraient de croître. Avez-vous pensé au fait qu'il ne vous reste plus rien à vous partager? J'y ai songé. Nos usines sont les deuxièmes plus importantes du monde. Cependant, nos colonies sont beaucoup trop petites. Il nous faut donc plus de colonies ou faire faillite. Les capitalistes japonais et italiens ont les mêmes problèmes que ceux de l'Allemagne. Mais le monde entier est déjà divisé. Il leur faut donc conquérir des territoires qui appartiennent à d'autres impérialistes. Alors il faut la guerre. Les impérialistes envoient les travailleurs de leur pays servir de chair à canon. Leurs chefs leur ont fait croire qu'ils se battaient pour leur pays. Ils ne peuvent pas voir que c'est un mensonge. Refusez de vous tuer les uns les autres. Tuez les capitalistes à la place. En Russie, le pouvoir est arraché des mains des capitalistes. Le peuple russe a appris déjà par ses expériences précédentes que le chemin de la liberté passe par la révolution. Les travailleurs russes s'emparent des usines et se retirent de la guerre. Nous avons compris que nos fusils ne devaient pas servir à tuer les travailleurs des autres pays. Pourquoi devrions-nous les tuer? À la place, nous avons dirigé nos fusils contre les capitalistes de chez nous. La vraie cause de la guerre, c'était eux. Nous voulions voir la fin de toute oppression, de toute pauvreté, de toute guerre. Nous ne voulions plus produire toutes sortes de choses inutiles, juste pour que les capitalistes fassent de l'argent. Nous ne voulions plus produire que les choses dont nous avons besoin. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, nous devrions aussi être capables de nous le procurer. Désormais, personne ne s'enrichira plus du travail des autres. À partir de maintenant, nous travaillons les uns pour les autres. Et ce que nous allons produire, nous le partagerons entre nous avec égalité. Dans tous les pays, les capitalistes meurent de peur. Mais les travailleurs se réjouissent. La révolution est possible. Mais voyons comment les choses se passent en Allemagne. La guerre traîne en longueur et ça va mal pour l'armée allemande. Les usines ne produisent plus que des armes. Et pendant ce temps-là, le peuple est en train de mourir de faim. L'opposition à la guerre et à l'État bourgeois se développe. Les grèves et le sabotage commencent à devenir réguliers. En novembre 1918, l'armée allemande finit par s'écrouler. Les énormes frais de guerre que les sociaux-démocrates avaient approuvés en 1914 ont divisé leur parti en deux camps. Une aile réformiste et une aile révolutionnaire. Les réformistes sont ceux qui pensent qu'on peut transformer une société capitaliste en une société socialiste petit à petit par des réformes et des améliorations. Le Parti social-démocrate éclate en 1917. En 1918, l'aile révolutionnaire forme le Parti communiste.
ne pas faire comme en Russie, tourner les fusils contre les capitalistes. Des marins à qui elles jettent leurs officiers en prison et refusent de continuer à se battre. Le soulèvement se répand à travers toute l'Allemagne. Berlin est entre les mains des travailleurs. Misère de misère. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons, voyons. Eh bien, quand on ne peut pas les battre, on s'arrange pour être avec eux. Peut-être que si on disait au Kaiser de fiche le camp, puis si on donnait aux sociaux-démocrates une place dans le gouvernement, peut-être que... Le Kaiser abdique et les chefs sociaux-démocrates entrent au gouvernement. Ils n'ont pas du tout envie de se débarrasser du capitalisme. Au lieu de ça, ils font tout ce qu'ils peuvent pour stopper la révolution allemande. Amis, citoyens, retournez dans les usines. Abaissez vos fusils et rassurez-vous, vous aurez du pain et vous pourrez voter librement. Nous devons négocier dans le calme et la paix. Faites-nous confiance. Camarades, nous avons gagné le droit de voter. Nous nous sommes débarrassés du Kaiser. Mais ne voyez-vous donc pas que les capitalistes sont toujours là et que tant et aussi longtemps qu'ils resteront ici, il y aura la guerre et la pauvreté. Mais c'était trop tard. Les réformistes sociaux-démocrates au pouvoir ne font plus confiance au peuple. Ils prennent les commandes de la police et de l'armée. Ils ont besoin de ces deux outils pour écraser les révolutionnaires. Et c'est ce qu'ils font. Les bureaux et les imprimeries des révolutionnaires sont détruits. Les manifestants se font tirer dessus. Leur leader assassiné. Et le 15 janvier 1919, la contre-révolution triomphe. Les sociaux-démocrates forment le gouvernement. Ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir abolir la misère en coopérant avec les capitalistes, qu'ils appellent des employeurs. C'est là que Rosa Luxembourg va mourir. Le capitalisme est sauvé. Au même moment, un nouveau parti est fondé, le Parti national socialiste des travailleurs, ou le Parti nazi. On en réentendra parler. Nous nous étions attendus à ce que la révolution s'étende à toute l'Europe et à recevoir de l'aide des travailleurs des autres pays. Mais dans toute l'Europe, les sociaux-démocrates se sont rangés du côté des capitalistes. Autour de la Russie, le pays agricole le plus arriéré de l'Europe, on ferme les frontières. La guerre civile éclate. Les armées impérialistes nous attaquent. Leurs agents complotent contre nous avec ceux que nous avons renversés. Nous allons nous en sortir, mais seulement en comptant sur nos propres moyens. Nous avons besoin d'une industrie puissante pour fabriquer des armes et de la machinerie agricole. Nos industries sont trop petites et trop peu nombreuses. Il nous faut agir vite. Mais comment pouvons-nous organiser une industrialisation rapide? Pendant des siècles, notre peuple a été maltraité et exploité. Plusieurs sont incapables de lire et d'écrire. Nous devons leur donner le temps d'apprendre et de changer. Nous allons perdre le soutien de plusieurs camarades si nous essayons de les forcer à faire quelque chose sans leur expliquer pourquoi cela est nécessaire. Mais avons-nous le choix? L'industrialisation est notre seule chance. Et le temps presse. Nous n'avons plus le temps de tout expliquer. Nous devons prendre l'initiative parce que nous savons ce qui est en train de se passer. Ceux qui protestent devront comprendre. Commençons dès maintenant à construire nos propres défenses. Industrialisation et défense. Mais nous pourrions nous y prendre de bien d'autres manières. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si nous ne donnons pas à nos camarades la possibilité de critiquer, ils vont cesser de nous faire confiance et oublier que le combat contre le capitalisme ne peut avoir lieu dans un seul pays, mais bien dans tous les pays s'il veut triompher. Les capitalistes conspirent entre eux pour écraser l'Union soviétique. Les capitalistes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et du Japon envoient des troupes et des armes, mais sans déclarer la guerre. Et les capitalistes et grands propriétaires terriens russes organisent leur propre armée. L'invasion se mêle à la guerre civile. C'est la famine. La viande et le pain sont rares. Les usines cessent de fonctionner parce qu'il n'y a plus de carburant. Des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans se portent volontaires pour lutter dans l'armée rouge. Ce mouvement forme bientôt une armée composée de millions de soldats et finit par triompher de l'invasion. Mais la victoire n'est pas facile. Le pays tout entier est ravagé par la guerre. Les biens essentiels manquent. Tout doit être reconstruit à zéro. L'Union soviétique doit se transformer d'un pays agricole pauvre et sous-développé en une société moderne et industrielle. Ce progrès, les travailleurs du monde entier le suivent avec un intérêt passionné. En Italie aussi règne le chômage et la misère. Le gouvernement est faible.
Le Parlement ne possède presque plus le respect du peuple. Les ouvriers occupent les usines et jettent les patrons dehors. Les capitalistes sentent que leur pouvoir est en danger. Mais les bureaucrates et les petits hommes d'affaires se sentent eux aussi menacés. Ces gens-là, les petits bourgeois, se sentent écrasés par la grande industrie et la grande finance. Alors ils unissent leurs forces pour sauver le capitalisme. Mais en même temps, ils se sentent bien mieux que les travailleurs. Ils veulent construire un État national fort qui puisse utiliser la loi et l'ordre pour défendre leurs intérêts. Ils se mettent à porter des chemises noires et se donnent le nom de parti fasciste. Par la violence et la terreur, ils écrasent les ouvriers. Puis, ils marchent sur Rome pour montrer leur force. Les capitalistes tiennent une réunion au sommet. Ah, la situation semble désespérée. Il y a d'un côté les travailleurs révolutionnaires et de l'autre ces petits bourgeois hystériques. Nous devons rester calmes. Mais si nous coopérons avec les fascistes, nous avons une chance. Et c'est la seule manière pour nous d'échapper au triste sort de nos amis russes. Bien. Effectivement, les fascistes contrôlent une partie des travailleurs, ceux qui ne sont pas socialistes. Mais même là, ils sont tellement spéciaux, aucun sens des affaires. Enfin, bien sûr, s'il faut choisir entre les socialistes et les fascistes, alors... Et vous savez bien qui ils ont choisi. Le capitalisme et le fascisme marchent main dans la main. Les fascistes mettent de côté leur haine des capitalistes et en échange, on leur donne le contrôle de l'État. Tout de suite, ils bannissent tous les autres partis et syndicats. Et les fascistes réussissent parce que les leaders socialistes ont peur d'en appeler à la grève générale. Ils ne font pas confiance aux masses. L'argent ne vaut presque plus rien. Grève générale. « 13 millions de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Ces crises favorisent les progrès du parti nazi. Les nazis en ont assez des discours et veulent de l'action. Ils ressemblent beaucoup aux fascistes en Italie, mais leurs chemises ne sont pas noires, elles sont brunes. Le leader des nazis, Adolf Hitler, devient le chancelier du Reich avec l'appui des capitalistes. L'industrie allemande se porte mal à cause du manque de colonies. Hitler développe l'industrie de guerre et de fabrication d'armes. Les communistes, les juifs et les gitans sont ramassés et mis dans des camps de concentration. Les capitalistes soutiennent Hitler de leur argent. L'Allemagne se prépare à la guerre et les autres États impérialistes en font autant. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Encore une fois, les impérialistes se battent entre eux pour se partager le monde. Encore une fois, les travailleurs de plusieurs pays sont envoyés à la boucherie. Et encore une fois, on leur fait croire qu'ils se battent pour leur pays. Ils continuent de se tirer les uns sur les autres plutôt que de faire feu sur les capitalistes. En 1945, l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont défaits. Cette fois non plus, les capitalistes n'ont pu conquérir de nouveaux territoires.
L'Union soviétique a perdu 20 millions de vies, mais malgré cela, elle parvient tout de même à libérer du capitalisme plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Cependant, l'armée soviétique continue d'occuper ces pays après la guerre, parce que la grande compétition entre l'Est et l'Ouest, la guerre froide, est en train de s'amorcer. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas le choix. Affaiblis par la guerre et les bombardements, ils doivent suivre les soviets. L'Union soviétique bâtit des écoles, des usines et des hôpitaux. Le peuple a enfin de quoi se vêtir et se nourrir exactement comme il l'espérait. Mais il n'en demeure pas moins une certaine différence entre les peuples. Certains vivent mieux et ont une plus grande influence que d'autres. Tant qu'il y a des classes, il y a aussi une lutte entre les classes. La Révolution gagne d'autres pays. Tout un peuple de paysans, d'ouvriers, d'artisans et d'autres travailleurs lutte pour leur liberté. Personne ne peut oublier les bombes et les soldats des impérialistes. Tous doivent prendre part au combat. Ils apprennent ainsi la nécessité de s'entraider et de coopérer. Ils apprennent à ne compter que sur leur propre force. Et ainsi, ils apprennent à triompher des impérialistes. Nous construisons ensemble notre propre pays et nous n'abandonnons pas à d'autres mains que les nôtres le pouvoir que nous détenons. Nous avons tous participé à la libération de notre pays. Maintenant, nous empêchons les politiciens, les bureaucrates et les technologues de s'emparer du pouvoir. Alors, pour leur enlever de la tête l'idée qu'ils sont meilleurs que nous, à chaque année, nous les envoyons travailler un certain temps dans les champs ou dans les usines. Et maintenant, il nous est possible à nous aussi, ouvriers paysans, d'aller à l'université. Et nous ne voulons pas non plus être condamnés à devoir construire des grandes villes et aller nous y entasser. Si pour les usines, c'est une question de main-d'œuvre, alors nous mettons les usines dans les petites villes où les gens habitent déjà. Les capitalistes sont en train de mourir de peur, comme d'habitude.